Un magnate de l'industrie, Stéphane, avait orchestré son retour au pays dans le plus grand secret. Après des semaines interminables passées à l'étranger pour des négociations complexes, il ne rêvait que d'une chose, surprendre sa fille adorée, Chloé, et voir son visage s'illuminer de joie. L'anticipation de ce moment précieux avait été le moteur de ses derniers jours de voyage. Cependant, en franchissant le seuil du majestueux domaine des Chênes en Normandie, le silence glacial qui l'accueillit fut le premier présage d'un malaise. La scène qui s'offrit alors à ses yeux ne le brisa pas seulement, elle pulvérisa son âme, le laissant anéanti, le souffle coupé face à une cruauté qu'il n'aurait jamais imaginé trouver au cœur de son propre foyer. Sa fille, sa petite Chloé, subissait une réprimande d'une dureté effroyable de la part de sa belle-mère, contrainte de fixer un mur nu comme unique horizon. Mais cette image, déjà insoutenable, n'était que la partie émergée d'un iceberg de souffrance, et la vérité qui allait suivre promettait d'être encore plus dévastatrice. Prenez une profonde inspiration, installez-vous confortablement et laissez-vous porter par ce récit poignant. J'espère qu'il agira comme le catalyseur parfait pour un merveilleux songe. Commençons. Les matinées au domaine des Chênes en Normandie débutaient toujours par une quiétude troublante, une immobilité presque liturgique. Du personnel de ménage qui illustrait les parquets anciens jusqu'à la domestique qui dressait la table monumentale de la salle à manger, chacun se déplaçait sur la pointe des pieds, une chorégraphie silencieuse exécutée avec la crainte de produire le moindre bruit superflu. Dans l'immense cuisine, où les cuivres rutilaient, l'arôme délicat des viennoiseries tout juste sorties du four se mêlait au cliquetis doux et régulier d'un couteau sur une planche à découper. Monique, la gouvernante, une femme d'un certain âge au visage sévère mais aux yeux bienveillants, consulta l'horloge murale, puis jeta un regard inquiet vers le grand escalier de chêne par où Valérie avait coutume de descendre. « Elle est déjà réveillée ?» chuchota la plus jeune des servantes, ses mains s'arrêtant un instant au-dessus de l'argenterie. « Pas encore. »« Continue ton travail et ne regarde pas par là, » répondit Monique d'une voix sourde, presque inaudible, ses propres yeux scrutant le couloir comme si elle craignait d'être surprise en pleine conspiration. La porte en bois massif s'ouvrit alors, et le claquement sec et rythmé de talons résonna sur le marbre. Valérie apparut, une silhouette impeccable dans une robe couleur crème qui épousait ses formes avec une précision calculée. Ses cheveux étaient relevés en un chignon parfait, sans une seule mèche rebelle. Son visage, d'une beauté classique et sculpturale, était effroyablement dénué de toute chaleur, un masque de cire lisse et froid. Elle ne salua personne, se contentant de traverser le hall avec une grâce étudiée, s'arrêtant seulement près de la longue table pour y déposer sa tasse de café vide et faire un geste impérieux à Monique pour qu'elle la resserve. « Madame Duval m'a demandé de vous rappeler qu'ils se joindront à nous pour le déjeuner aujourd'hui, » déclara Monique, sa voix neutre masquant à peine sa nervosité. « Je sais, » répondit Valérie en prenant une gorgée. « Tout doit être impeccable. Zéro erreur. » Elle pivota, son regard balayant la pièce jusqu'à se poser sur un coin du salon. Chloé y était assise, par terre, alignant méticuleusement ses crayons de couleur. La fillette, absorbée, coloriait un dessin inachevé, ses lèvres pincées par la concentration. « Debout », ordonna Valérie en s'approchant d'un pas lent et mesuré. Chloé sursauta, surprise. Sa main trembla légèrement, faisant rouler un crayon sur le parquet. « Pardon, j'étais juste en train de... » La petite a déjà oublié les règles, l'interrompit Valérie, sa voix tranchante comme une lame. « Où ta matinée doit-elle commencer ?» Chloé baissa la tête, ses petits pieds nus traînant sur le sol froid alors qu'elle se dirigeait lentement vers le mur, près de la grande baille vitrée. Elle se mit droite, les bras collés le long du corps, le menton légèrement relevé. La lumière matinale, filtrant à travers le voilage diaphane, projetait des zébrures sur le dos de sa chemise blanche. Monique se détourna, se mordant la lèvre inférieure jusqu'au sang. Un autre membre du personnel esquissa un pas en avant, mais fut arrêté net par un hochement de tête brusque de la gouvernante. « Laisse faire », murmura Monique. « Ne t'en mêle pas. » Valérie s'assit, sortant son téléphone. 15 minutes. Si tu bouges, tu recommences. La pièce fut plongée dans un silence oppressant, seulement troublé par le tic-tac incessant de l'horloge du grand-père. Les minutes s'étirèrent, interminables. Lorsque l'aiguille des minutes passa le repère des 3, Chloé, épuisée, tordit subtilement son poignet pour soulager la tension. « Recommence », coupa la voix de Valérie, sans même qu'elle lève les yeux de son écran. Chloé se mordit la lèvre, luttant désespérément pour ne pas pleurer. Les larmes ne coulèrent que lorsque Valérie se leva,
passa devant elle et se pencha près de son oreille pour murmurer « C'est comme ça que tu apprends à ne pas décevoir les gens. » Juste à ce moment, Jean et Marie Duval, les parents de Stéphane, firent leur entrée dans le couloir. Marie portait une robe de chambre en velours et Jean s'appuyait sur sa canne à pommeau d'argent. « Bonjour, mère, père, » dit Valérie, son expression changeant instantanément, son ton devenant mielleux. Marie jeta un bref regard à Chloé, puis se tourna vers Monique. La petite continue de mal se comporter? Oui, elle continue son apprentissage, madame. Laissez Valérie l'instruire. Elle a ses méthodes, déclara fermement Jean avant de s'éloigner. Après leur départ, Monique s'approcha discrètement, posant un petit verre de lait sur une table proche. Bois un peu, mon enfant. Tu ne voudrais pas t'évanouir. Chloé regarda autour d'elle, s'assurant que Valérie était partie avant de répondre à voix basse « Merci, Monique ». Elle se mit rapidement sur la pointe des pieds pour boire, ses yeux rougis par les larmes contenues. À l'heure du déjeuner, le domaine bourdonnait d'activité. Valérie avait organisé une petite réception avec quelques contacts d'affaires de Stéphane. Elle se tenait dans le salon, souriant avec l'éclat d'une parfaite femme du monde, levant un verre de vin. Mon mari est en Europe, mais le nouveau projet sera sans aucun doute un succès retentissant, déclara-t-elle, son regard assuré incitant chacun à acquiescer. Dans la cuisine, Chloé était blottie près d'une petite table, un bol de bouillie de céréales froides posé devant elle. Monique posa une main sur son épaule. « Mange, ma chérie. Même si ce n'est pas excellent, c'est mieux qu'un estomac vide. »« Papa a appelé ?» demanda Chloé, regardant par la fenêtre. « Pas encore, mais il le fera bientôt. » Monique caressa les cheveux de l'enfant. « Il t'adore, tu sais. » Chloé resta silencieuse, plongeant sa cuillère dans la bouillie, se forçant à avaler chaque bouchée. Les rires et le tintement des verres provenant du salon contrastaient violemment avec le coin silencieux de la cuisine. Le soir, les invités partis, les lumières de la maison de campagne furent tamisées. Monique nettoyait tandis que Valérie était assise dans le bureau, prenant des notes. Chloé sortit de la salle de bain, serrant son ourson en peluche. « Bonne nuit, belle maman. »« Je vais me coucher, » dit-elle. « Va te coucher, » répondit Valérie sans lever les yeux. Chloé se rendit dans sa chambre, s'assit sur son lit et ouvrit secrètement le tiroir pour trouver le vieux téléphone de son père. L'écran s'illumina. Elle écrivit « Tu me manques, papa ». Son doigt tremblant plana au-dessus du bouton d'envoi. Le son de talons résonna dans le couloir. Chloé sursauta, cachant rapidement le téléphone sous son oreiller. La porte s'ouvrit. Valérie. Elle entra, la lumière du couloir projetant une ombre menaçante sur son épaule. « Que fais-tu » ? « Rien, rien du tout. » Valérie s'approcha, retira l'oreiller et vit le téléphone, l'écran toujours allumé avec le message non envoyé. Elle le prit, le regarda, et effaça froidement le texte. « C'est un appareil pour adultes. Tu n'as pas la permission de jouer avec. »« Je voulais juste dire à papa qu'il me manquait, » murmura Chloé. Valérie posa le téléphone sur le bureau, sa voix égale. « Ton père est occupé. Ne le dérange pas avec des histoires d'enfants. » Chloé baissa la tête, ses épaules tremblant légèrement. Valérie l'observa un long moment, puis partit, plongeant la chambre dans l'obscurité. Un peu plus tard, Monique passa et remarqua la lumière filtrant sous la porte de Chloé. Elle jeta un coup d'œil. La petite était assise à son bureau, dessinant avec un crayon bleu clair. « Qu'est-ce que tu dessines » demanda doucement Monique. « Ma maman » répondit Chloé, sa voix faible comme une brise. Monique fit une pause. « Elle était très belle, n'est-ce pas » Chloé hocha la tête, continuant à ombrer la robe blanche sur le papier. Tard cette nuit-là, alors que Chloé dormait, Valérie ouvrit la porte et entra. Elle regarda autour d'elle, voyant le dessin sur le bureau. La femme sur l'image, Sandrine, souriait, ses yeux bienveillants fixés sur l'enfant. Valérie prit le papier, puis son doigt traça le visage sur le dessin. Un lourd silence s'installa. Puis elle plia le papier et le rangea dans le tiroir du bas. « Plus besoin de se souvenir » murmura-t-elle, sa voix glaciale. La porte se referma, le pêne claquant. Monique, qui passait par hasard, s'arrêta. Elle entendit un petit sanglot étouffé de l'intérieur de la chambre, puis la lumière s'éteignit brusquement.
Chloé? Appela-t-elle doucement. Aucune réponse. Monique resta immobile, la main agrippant son tablier, puis s'éloigna en silence. À l'autre bout du monde, Stéphane terminait une réunion tardive. Il se tenait près de la fenêtre, téléphone à la main. « Je vais appeler Valérie avant d'aller me coucher », dit-il à son assistant. La secrétaire sourit. Elle a envoyé un message disant que Chloé s'est couchée tôt, monsieur. Stéphane hocha la tête, un léger sourire traversant son visage. Bien, j'appellerai demain. Il n'avait aucune idée qu'à des milliers de kilomètres de là, la petite chambre de son domaine était plongée dans l'obscurité, sa fille blottie contre son oreiller trempé de larmes. Valérie était assise dans le bureau. Sur son bureau, il y avait une petite clé argentée et brillante. Elle l'accrocha à un tableau à côté d'une pile de notes épaisses. La lampe de bureau éclairait son visage inexpressif. Une semaine plus tard, à l'aéroport. Le jet privé atterrit à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle dans la brume de l'après-midi. Stéphane tira sa valise, son pardessus gris sur l'épaule, se déplaçant rapidement vers la sortie. Son voyage d'affaires s'était terminé plus tôt que prévu, et pendant tout le trajet du retour, il ne pouvait penser qu'au visage de sa fille lorsqu'elle verrait le petit ourson en peluche blanc emballé dans un minuscule sac en papier. La voiture l'emmena sur la route menant à un village normand, où le domaine des chênes se dressait silencieusement parmi les arbres. Lorsque le portail s'ouvrit, les rangées d'arbres murmurèrent avec le vent. Stéphane regarda par la fenêtre, voyant le jardin impeccablement entretenu mais regrettant la présence vivante d'une maison avec une petite fille. La porte principale s'ouvrit. Monique apparut, son visage figé par la surprise. « Monsieur Duval. Vous êtes rentré. »« Oui, je voulais faire une surprise à la petite, » dit Stéphane, sa voix rauque de fatigue. « Où est Valérie ?»« Dans le salon, monsieur. »« Et mademoiselle Chloé ?» Monique hésita, une lueur d'anxiété dans les yeux. Stéphane traversa le couloir, ralentissant le pas lorsqu'il entendit un léger cri résonnant depuis l'arrière-cour. Il tourna à droite, et la vision devant lui serra le cœur. Chloé était face au mur, les bras ballants, ses jambes éraflées et meurtries. Valérie se tenait derrière elle, sa voix aiguë. « Tiens-toi droite. Tu as renversé tout le plateau repas et tu pleures encore. Apprends à assumer tes responsabilités. » Valérie, parla Stéphane, sa voix dangereusement basse. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Valérie se retourna, momentanément stupéfaite, puis esquissa un léger sourire. « Quand es-tu revenu ? C'est juste une petite chose. Elle a renversé la nourriture et je lui apprends une leçon. Tu sais comment elle a besoin d'apprendre la maîtrise de soi en faisant cela. » Stéphane s'approcha, soulevant Chloé. La fillette trembla, s'agrippant à son cou. Une légère odeur de désinfectant s'éleva, mêlée à la respiration saccadée de l'enfant. Valérie réussit un rire forcé. « N'exagère pas. Elle est sensible, elle pleure pour n'importe quoi. » Stéphane ne répondit pas, se contentant de croiser son regard. Son observation fixe força Valérie à détourner les yeux. Monique sortit de la maison, portant une petite trousse de premier secours. Elle parla doucement, « Je vais apporter les bandages, monsieur. » Stéphane prit la trousse, hochant légèrement la tête. Monique inclina la tête, ses yeux transmettant une supplique silencieuse d'aide. Stéphane emmena Chloé dans sa chambre, l'asseyant sur le lit. « Ça fait mal, ma petite ?» Chloé secoua la tête, sa voix si douce qu'il dut se pencher pour l'entendre. « Je vais bien, papa. Belle-maman a dit que je dois être sage. » Stéphane s'assit à côté du lit, tenant sa main. « Personne n'a le droit de te faire du mal pour cette raison. Mais belle-maman a dit que si je suis méchante, tu ne rentreras plus à la maison. » Stéphane se figea. Il posa une main sur sa poitrine, murmurant « Je suis là maintenant, et je ne vais nulle part. » Un moment plus tard, quand Chloé s'endormit, il se leva et sortit dans la cour. La nuit était tombée rapidement, et l'air à l'intérieur de la maison semblait dense. Valérie le suivit, son doux sourire tentant de masquer l'atmosphère oppressante. « Ton retour a été toute une surprise, » dit-elle, posant légèrement la main sur son épaule. « Si tu t'énerves pour chaque petite chose, elle ne deviendra que plus faible. Tu appelles ça une petite chose, faire en sorte qu'une enfant de 6 ans regarde un mur ? Tu ne comprends pas. Si les enfants ne sont pas disciplinés tôt,
ils deviennent des enfants gâtés plus tard. Je veux seulement ce qu'il y a de mieux pour elle. Tu veux ce qu'il y a de mieux pour elle en lui faisant peur de toi? Valérie fronça les sourcils. Tu me blâmes? Tout le monde dans cette maison est d'accord pour dire qu'elle a besoin de structure. Le martèlement rythmé d'une canne sur le sol en pierre retentit. Jean et Marie sortirent de la pièce voisine. Stéphane, dit Jean, sa voix aiguë. Valérie fait ce qu'il faut. La petite a besoin d'ordre. Ne laisse pas des questions mineures perturber la paix dans cette maison. Marie se tenait à ses côtés, l'expression sévère. Ta défunte mère l'a trop gâtée. Maintenant, elle doit apprendre. Stéphane regarda son père en silence. La lumière du plafond brillait sur la canne en argent dans la main de Jean, un cadeau d'anniversaire que Sandrine lui avait offert un jour. Un souvenir fulgura dans son esprit comme un éclair de lumière évanouie. Ce soir d'anniversaire, Sandrine avait ri en disant « Ce vieil homme en aura besoin pour se rappeler de ralentir ». Mais maintenant, en regardant la canne dans la main de l'homme, Stéphane sentit un frisson. Il se retourna, parlant sèchement « Je veux juste que cette maison soit un endroit où elle se sent en sécurité. » Tu deviens sentimental, Stéphane, répliqua Jean. Le chef de la famille ne peut pas laisser les émotions dicter ses actions. Des émotions? Stéphane regarda son père. Si je n'ai pas d'émotions, qu'est-ce qui me différencie du directeur de ton entreprise? Personne ne parla plus. Valérie monta à l'étage, laissant un long silence dans son sillage. Tard cette nuit-là, Valérie était au téléphone dans le salon. Non, il n'a rien dit, mais ce regard dans ses yeux ne me plaît pas. Elle fit une pause en entendant des pas. Stéphane descendait les escaliers. Elle termina rapidement l'appel, se retourna et afficha un faux sourire. Tu ne dors pas encore? Je ne pouvais pas dormir. Stéphane se dirigea directement vers le débarras en bas. Valérie l'observa, son expression momentanément tendue. Puis elle feignit de sourire. Tu travailles trop tard. Ne reste pas éveillé, d'accord? Stéphane ouvrit la porte du débarras, et une bouffée d'air froid en sortit. Il alluma la lumière, révélant des rangées d'armoires poussiéreuses. Une petite boîte en bois était sur une étagère, couverte d'une épaisse couche de poussière. Il ouvrit le couvercle. À l'intérieur se trouvaient des dossiers sur l'accident de Sandrine. Pour la première fois en 3 ans, il osa relire chaque page. Le rapport de police détaillait la date, l'heure et le lieu, mais la chronologie entre le rapport et la réclamation d'assurance ne correspondait pas. Le véhicule impliqué dans la collision était immatriculé sous une filiale des industries Duval. Son cœur battait la chamade, ses mains se crispèrent en poing. Stéphane passa à la dernière page, le rapport du médecin légiste. Pour usage interne seulement, signé, Jean Duval. Il recula, sa respiration lourde. Tout son corps semblait glacé, comme si on venait de lui vider tout son sang. Un petit bruit provint du couloir. Stéphane ferma rapidement le dossier. La porte s'ouvrit. Chloé était là, en pyjama, les yeux encore humides. « Papa ?» Stéphane se précipita, s'agenouillant devant elle. « Pourquoi ne dors-tu pas ? » J'ai rêvé de maman. Elle m'a dit de te trouver. Stéphane la serra dans ses bras, sentant le petit rythme de son cœur contre sa poitrine. Maman est toujours avec toi, d'accord? Ne repars pas, papa. Jamais. Je suis là avec toi. La fillette acquiesça, enfouissant son visage dans son épaule. Un moment plus tard, Chloé s'endormit dans les bras de son père. Stéphane la ramena dans sa chambre, l'abordant doucement. Il lui caressa les cheveux, restant assis là longtemps, les yeux fixés sur le cadre de la fenêtre légèrement ouvert. Dehors, le vent murmurait à travers les arbres, emportant le son lointain d'un moteur qui s'éloignait. Stéphane sortit sur le patio, regardant l'allée. Les phares de la voiture balayèrent la nuit, puis disparurent au détour de la colline. Valérie était partie, emportant une petite valise. Stéphane resta immobile, ses mains agrippant la balustrade. Dans son esprit, des morceaux de suspicion s'assemblaient, formant une image qu'il redoutait de regarder en face. Mais quelque chose lui disait qu'à partir de maintenant, chaque secret de cette maison serait révélé. La matinée s'étira, plus lourde que d'habitude. Le soleil venait de se lever au-dessus de la ligne des arbres, sa lumière traversant les fenêtres poussiéreuses, projetant des ombres le long du couloir.
Stéphane était dans son bureau, boutonnant son gilet, son regard s'attardant sur la chaise vide près de la table à manger où Chloé avait l'habitude de s'asseoir. Valérie n'était pas revenue. Monique rapporta qu'elle avait appelé Marito ce matin-là, disant qu'elle allait s'occuper d'affaires personnelles. Stéphane ne posa pas plus de questions, hochant simplement la tête. Il attrapa les clés de sa Citroën 2CV et dit doucement, « Monique, je vais au bureau. Si Chloé demande, dis-lui que je serai de retour avant le dîner. » « Oui, monsieur, » répondit-elle, hésitant légèrement. « Vous n'avez pas l'air bien, monsieur. Dois-je appeler le chauffeur ? » Ce n'est pas nécessaire. Stéphane conduisit seul jusqu'au siège social des Industries Duval. La façade en verre du bâtiment reflétait le ciel clair, brillant et froid. Les employés inclinèrent la tête à son passage. Personne n'osa demander pourquoi il était apparu sans préavis. Son bureau était exactement comme il l'avait laissé, propre, organisé, sans une once de poussière. Madame Sylvie, sa secrétaire de longue date, entra, tenant une pile de dossiers. « Bonjour, monsieur Duval. Je ne m'attendais pas à vous voir si tôt. »« Bonjour, Sylvie. J'ai besoin de revoir tous les dossiers liés à l'accident de Sandrine Duval il y a 3 ans. » Madame Sylvie fit une pause, ses yeux regardant brièvement vers la porte, puis de nouveau vers lui. Sa voix baissa. « Monsieur, cette affaire a été classée. Je ne pense pas que nous devrions. Je ne vous ai pas demandé votre avis. J'ai besoin des documents. » Madame Sylvie resta silencieuse, puis partit. Environ 10 minutes plus tard, elle revint, posant un mince dossier sur son bureau. C'est tout ce qui reste archivé dans le système. Stéphane l'ouvrit, parcourant rapidement les pages. Les données étaient rares, seulement quelques déclarations génériques sans détail. Il leva les yeux, se concentrant sur le visage inquiet de Madame Sylvie. « Les originaux ont été scellés sur ordre du président du conseil, » répondit-elle, sa voix s'adoucissant. « C'est-à-dire, votre père. » Stéphane resta assis en silence. Dans la pièce calme, on n'entendait que le tic-tac de l'horloge murale. Madame Sylvie hésita quelques secondes, puis ajouta, « Monsieur Duval, je ne devrais pas dire ça, mais soyez prudent, s'il vous plaît. Il y a des choses qu'il ne faut pas déranger. » « Vous avez peut-être raison, » répondit Stéphane, son ton calme mais froid. « Mais je l'ai déjà fait. » En partant, Madame Sylvie le raccompagna à la porte, faisant une légère révérence. Puis, avant qu'il ne s'éloigne, elle parla rapidement, « Vous vous êtes garé dans le garage souterrain, n'est-ce pas ? » « Oui. » « Vérifiez la banquette arrière quand vous partirez. J'y ai laissé quelque chose. » Stéphane la regarda, ne posant aucune question. À l'extérieur du bâtiment, il ouvrit la portière de sa voiture. Sur la banquette arrière se trouvait une épaisse enveloppe brune, sans nom d'expéditeur. Il l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur se trouvait une copie non publiée du dossier d'assurance, ainsi que le rapport du chauffeur le soir de l'accident. Le papier était jauni, les bords déchirés. Stéphane lut chaque ligne attentivement. En bas, une signature familière le glaça, Jean Duval, président du conseil. Le trait de plume était énergique, l'écriture décisive, comme un ordre. Il ferma les yeux quelques secondes. L'air dans la voiture devint suffocant. Tout commençait à s'emboîter, mais plus ça s'emboîtait, plus un nœud se serrait dans sa gorge. Le soir, Stéphane rentra chez lui. Personne dans la maison de campagne ne parla à son entrée. Le dîner avait été servi. Valérie était toujours absente. Jean et Marie étaient assis en bout de table, avec Chloé à côté de Monique. « Tu arrives juste à temps, » dit Jean. « Nous allions justement parler de Chloé. » Stéphane s'assit, sur la défensive. « Qu'y a-t-il à son sujet ?» Marie parla. « Valérie a suggéré de l'envoyer dans un internat dans le Nord. Nous avons vérifié, et nous sommes d'accord. Là-bas, la petite apprendra les bonnes manières et préservera l'image de la famille. » Stéphane ne répondit pas. Il posa ses couverts, regardant directement ses parents. La réputation de la famille exige qu'une enfant de 6 ans la porte ? Ne sois pas émotif, Stéphane, l'interrompit Jean. C'est une décision prise pour son bien. Chloé baissa la tête, des larmes coulant sur son visage. Je ne veux pas y aller. Je veux rester avec papa. Ça suffit, Chloé, Marie frappa doucement sa cuillère sur la table.
Stéphane regarda sa fille, puis ses parents, parlant lentement, aucun de vous ne sait quel est son véritable bien. L'atmosphère dans la pièce se figea. Personne ne répondit. Monique se tenait dans le coin, agrippant un torchon, regardant Stéphane avec pitié. Quand tout le monde quitta la table, Stéphane se rendit à son bureau. Il rouvrit l'enveloppe que Madame Sylvie lui avait laissée. Au fond de l'enveloppe se trouvait un petit morceau de papier bien plié. L'écriture était désordonnée, vieillie, j'ai suivi la directive. La femme respire encore. Stéphane le lut encore et encore. Chaque mot semblait gravé dans son esprit. Il posa le papier sur le bureau, ses mains tremblant légèrement. L'image de la nuit où Sandrine était décédée lui revint en mémoire, le bruit de la pluie sur la fenêtre de l'hôpital, la voix pressée du médecin, et le ton glacial de son père. Tu n'as pas besoin de voir le corps. Il n'est pas intact. À l'époque, il l'avait cru. Il avait cru son père. Il avait cru qu'il devait être fort pour protéger Chloé. Mais maintenant, les mots devant lui faisaient tout s'effondrer. On frappa doucement à la porte. Monique entra, tenant une autre enveloppe. Excusez l'interruption, mais je pense que vous devriez voir ça. Qu'est-ce que c'est? On me l'a remise il y a 2 semaines. Pas de destinataire, juste une photo. Stéphane ouvrit l'enveloppe. Une vieille photo floue de profil, assez claire pour qu'il se fige. Une femme assise près d'une fenêtre, ses longs cheveux tombant en cascade, la moitié de son visage obscurci par l'ombre. Sous l'image, une note manuscrite et tremblante, elle est vivante. Stéphane regarda la photo longuement. La pièce était dans un silence absolu. Dehors, il commença à pleuvoir légèrement. Il attrapa la photo, regardant Monique. Savez-vous qui l'a envoyée? Non, monsieur. Le messager a dit que son seul travail était de la livrer. Rien de plus. Stéphane hocha la tête. Gardez ça secret. Ne laissez personne le savoir, surtout pas mon père. Je comprends, monsieur. Quand Monique partit, il resta assis, les yeux fixés sur la photographie. Le vieux sentiment, un mélange d'espoir et de crainte, se tordit dans sa poitrine. Le lendemain matin, la lumière précoce s'étendit sur le jardin. Stéphane tenait la photo dans sa main, sortant sur le balcon. Au petit matin, une fine couche de brouillard pendait des arbres bordant la route de la colline. Stéphane s'éloigna du domaine des chênes, agrippant légèrement le volant, le vent sifflant à travers la fenêtre légèrement ouverte. Dans son esprit, les images de la nuit dernière résonnaient encore, la photographie, la note. Elle est vivante. La route menant au faubourg de la ville était longue et sinueuse. C'est là que vivait Pierre Martin, le chauffeur qui travaillait pour sa famille avant de disparaître juste après l'accident, il y a 3 ans. La petite maison se trouvait au bout de la rangée, sa porte en bois en décomposition, les rideaux bien tirés. Stéphane frappa plusieurs fois. Aucune réponse. Une voisine ouvrit sa porte de l'autre côté de la rue, demandant curieusement, « Vous cherchez Martin ?» Il a déménagé il y a des années. Depuis combien de temps? 6 mois, je suppose. Mais des étrangers sont venus ici il y a quelques jours, ont nettoyé et refermé l'endroit. Je pensais que c'était sa famille. Stéphane la remercia, faisant le tour de la maison. Près de la porte arrière, il vit la boîte aux lettres rouillées, débordant encore de papier. Quand il l'ouvrit, quelques vieilles factures tombèrent, avec le nom de l'expéditeur, Industrie Duval, Fonds de prévoyance interne. L'argent était transféré régulièrement chaque mois, commençant juste après le décès de Sandrine. Stéphane resta immobile, le vent soufflant à travers les arbres secs, murmurant doucement. Il rangea les papiers dans sa mallette, ses yeux se plissant. L'après-midi, il gara sa voiture devant le bâtiment de verre du centre-ville, le cabinet de Nicolas Dubois à Rennes, son ancien ami de lycée et actuel avocat personnel. Nicolas le salua, lui serrant la main avec une demi-plaisanterie. Que tu conduises jusqu'ici toi-même doit signifier que quelque chose de grand se passe. Stéphane ouvrit sa mallette, posant la pile de papier sur le bureau. J'ai besoin que tu regardes ça. Nicolas parcourut les pages, fronçant les sourcils. Des virements réguliers du fonds interne. C'est un montant considérable. Qui a signé l'autorisation? Aucune signature, mais les dates coïncidant avec l'ordre de sceller les dossiers de l'accident. Nicolas s'adossa à sa chaise, soupirant.
Stéphane, si tes soupçons sont vrais, ce n'est plus une affaire de famille. C'est une dissimulation systémique. Tu dois être extrêmement prudent. Je sais. Quel est ton plan? Découvrir qui il cache. Nicolas hocha légèrement la tête. Si tu en as besoin, je te fournirai un soutien juridique. Mais Stéphane, ne leur laisse pas savoir que tu enquêtes là-dessus. Les gens comme ton père n'aiment pas être exposés. Stéphane quitta le cabinet alors que la nuit commençait à tomber. En arrivant au parking, il remarqua une voiture grise garée à quelques mètres dans son rétroviseur. En démarrant son moteur, l'autre voiture démarra également, le suivant. Stéphane ne regarda pas en arrière. Il prit 3 virages rapides, puis bifurqua brusquement dans une petite ruelle menant à un ancien quartier résidentiel. Après quelques tours, la voiture grise avait disparu. Il s'arrêta, prit une inspiration et changea de direction, se dirigeant vers la maison de Monique. La porte s'ouvrit. Monique parut surprise. « Monsieur Duval. Si tard? J'ai besoin de vous poser une question à ce sujet. » Stéphane posa la photographie sur la table. « Savez-vous qui vous l'a envoyée? » Monique regarda la photo, ses yeux légèrement rougis. « Je ne connais pas son nom. Une femme m'a approché au marché, enveloppée dans une cape. Elle m'a tendu l'enveloppe et a dit, si un jour il commence à soupçonner, rendez-lui ceci. J'ai pensé que c'était une blague, alors je l'ai gardée. L'avez-vous revue? Non, monsieur. Mais je me souviens clairement, elle avait une légère claudication à la jambe gauche. Stéphane resta silencieux, se souvenant de Sandrine. Après l'accident, elle avait subi une grave fracture à la jambe gauche. Monique serra les mains. Je m'excuse de ne pas en avoir parlé plus tôt. C'est bon, dit doucement Stéphane. Vous avez fait ce qu'il fallait. La nuit tomba, et il retourna à la maison de campagne. Toute la maison était silencieuse. En montant les escaliers, il entendit Valérie parler dans le bureau. Non, il a déjà trouvé la photo. Que devons-nous faire? Sa voix était basse, urgente. Stéphane s'arrêta devant la porte. Elle ne l'avait pas remarqué. Je m'en fiche, tant que c'est réglé. Il ne doit rien savoir de plus. La porte grinça légèrement, et Valérie se retourna, raccrochant rapidement. Tu m'as fait peur. Elle força un sourire, s'approchant. C'était juste à propos de l'événement caritatif. Tu as entendu quelque chose? Stéphane la regarda quelques secondes, puis hocha légèrement la tête. Je n'entendais pas clairement. Tu travailles tard? Je dois me préparer pour l'événement de ta mère. Marie est très exigeante. Je comprends. Il recula, ses yeux l'observant toujours. Valérie garda son sourire jusqu'à ce qu'il disparaisse dans le couloir. Puis elle agrippa le téléphone avec force, regardant vers les escaliers, rongée par l'inquiétude. La chambre de Chloé était au 2e étage. Quand Stéphane passa, la porte était légèrement ouverte. La fillette était assise sur son lit, serrant son ourson en peluche. « Papa? Tu ne dors pas encore? » Maman parlait à quelqu'un. Je l'ai entendu. Stéphane s'assit sur le bord du lit, lui caressant les cheveux. C'est bon, juste des affaires d'adultes. Tu es en colère contre maman? Il secoua doucement la tête. Je ne suis en colère contre personne. Je cherche juste ce qui est juste. La fillette le regarda, ses yeux clairs. Papa, j'ai rêvé de maman Sandrine. Elle a dit qu'elle avait très froid. Stéphane se figea, sa main suspendue en l'air. Elle te manque beaucoup, n'est-ce pas? Chloé acquiesça. Mais je ne me souviens pas de son visage. Il ne parla pas, l'attirant simplement dans une étreinte. Bientôt, tu te souviendras. Quand Chloé s'endormit, Stéphane quitta la chambre et se dirigea vers le sous-sol. Le bureau de son père, habituellement fermé à clé, était ouvert aujourd'hui. À l'intérieur, il y avait une odeur de bois vieux et de papier humide. Il alluma la lumière, se dirigeant vers le grand coffre-fort près du mur. Après plusieurs tentatives, la serrure cliqua et s'ouvrit. À l'intérieur du coffre-fort se trouvaient des dossiers d'investissement, des contrats, et une épaisse enveloppe jaune marquée « Confidentiel ». Stéphane la sortit et l'ouvrit.
Le premier titre le laissa raide, Projet Y, transfert de patient spécial au centre de retraite Saint-Laurent. Il lut attentivement les notes ci-dessous, patiente de sexe féminin, état stable. Transféré sous directive spéciale. Ne pas divulguer dans les dossiers médicaux. Stéphane tapa rapidement, île Saint-Laurent, sur l'ordinateur de bureau. Les résultats apparurent, une petite île au large de la Bretagne, abritant un centre de rééducation neurologique appartenant aux industries du Val. Les images satellites montraient un grand bâtiment au milieu d'une forêt, complètement isolé du continent. Il imprima la carte, la plia et la rangea dans sa mallette. La porte du sous-sol grinça doucement. Stéphane se retourna. Le couloir était sombre, seule la lumière jaune se déversait de la pièce. Il n'y avait personne. Mais il sentit clairement des yeux l'observer. Il sortit, fermant la porte avec précaution, puis monta les escaliers. Au bout du couloir du rez-de-chaussée, une silhouette se tenait mi-ombre, mi-lumière, Valérie, dans une robe de chambre noire, les bras croisés sur sa poitrine. Stéphane ne parla pas, la regardant simplement avant de tourner de l'autre côté. Valérie le regarda partir, les yeux pleins de calcul. Dès qu'il fut hors de vue, elle sortit son téléphone et composa un numéro familier. « C'est moi », sa voix était basse. Il a déjà trouvé la photo. Fais-le avant qu'il ne quitte la ville. L'autre bout resta silencieux une seconde, puis une voix répondit, « Compris ». Valérie raccrocha, s'appuyant contre le mur, sa main agrippant toujours le téléphone, mais son pouce tremblant légèrement. Dans la maison silencieuse, il ne restait que le bruit du vent sifflant à travers les fissures, comme si les murs eux-mêmes écoutaient tout. Stéphane se réveilla, ouvrit les rideaux et vit le jardin avant mouillé de rosée. Il enfila une chemise et descendit au garage pour emmener Chloé à l'école. Mais quand il mit la clé dans le contact, la Citroën 2CV ne démarra pas. Il essaya de nouveau. Silence. Stéphane ouvrit le capot. Le système électrique avait été soigneusement neutralisé, comme si quelqu'un l'avait fait délibérément à la faveur de l'obscurité. Il fronça les sourcils, sortant son téléphone pour appeler son mécanicien habituel. « Monsieur, quelqu'un a trafiqué ça. Tous les fils ont été déconnectés du circuit. Pas à cause de rongeurs ou de dommages naturels. » Stéphane dit simplement, « Très bien, laissez comme ça. Je m'en occupe. » Après le départ du mécanicien, il resta longtemps dans le garage. Clairement, quelqu'un ne voulait pas qu'il quitte cet endroit. Dans le salon, Chloé se coiffait, son sac à dos déjà prêt. « Papa, la voiture est en panne ? » ?»« C'est bon, nous prendrons une autre voiture. » La fillette hocha la tête, agrippant l'ourson en peluche blanc. Stéphane appela Nicolas Dubois, sa voix basse. « Nicolas, j'ai besoin que tu organises un vol privé pour la Bretagne ce soir. »« La Bretagne ?» demanda Nicolas, sa voix prudente. « Il se passe quelque chose ? » ?»« Juste une rencontre avec un vieil investisseur, mais j'ai besoin d'une discrétion absolue. » Nicolas fit une pause de quelques secondes. « D'accord, je m'en occupe. Mais souviens-toi, ne laisse personne savoir qui tu emmènes, même pas les membres de la famille. » À midi, alors que Stéphane organisait des papiers dans sa chambre, Monique frappa à la porte, tenant une petite boîte. « Monsieur, je pense que vous devriez garder ça. » Stéphane ouvrit le couvercle. À l'intérieur se trouvait un collier en argent, un pendentif en forme de cœur gravé du nom, Sandrine. « Je l'ai trouvé dans une enveloppe envoyée à la maison il y a 2 ans, chuchota Monique. Personne n'a osé en parler, mais je savais que ça lui appartenait. Stéphane tint le collier, une lumière déterminée dans ses yeux. « Merci. À partir de maintenant, personne ne doit savoir quoi que ce soit à ce sujet. »« Je comprends, monsieur. » Il mit le collier dans sa poche intérieure et ferma sa valise. Tout était prêt. L'après-midi, Valérie descendit les escaliers et vit le père et la fille tirant une valise vers la porte. Elle sourit, essayant de garder sa voix douce. « J'ai entendu dire que le temps en Bretagne est terrible. Peut-être laisser Chloé avec moi. C'est plus sûr. » Stéphane la regarda, un léger sourire aux lèvres. « La famille a besoin d'une pause. »« C'est bien, mais j'ai déjà pris une décision. » Valérie s'arrêta, son visage momentanément dur. Quand la porte se referma, elle resta raide, puis attrapa rapidement son téléphone. « Mère, ils sont partis, dit-elle d'urgence.
La voix de Marie provint de l'autre bout, calme mais froide comme l'acier. S'il y va vraiment, nous devons agir avant que tout ne s'effondre. Valérie resta silencieuse, hochant simplement la tête, même si elle savait qu'il ne pouvait pas la voir. Sur le chemin de l'aéroport, le vent se leva. Stéphane conduisait lentement, ses yeux scrutant le rétroviseur. Une voiture grise familière le suivait, gardant une distance fixe. Il ne dit rien, tournant soudainement sur une route secondaire menant au faubourg. « Papa, où allons-nous » demanda Chloé, agrippant son ourson en peluche. « À un endroit où tu verras ta mère. »« Où est maman, papa » Stéphane regarda par la fenêtre, sa voix douce comme le vent. « Dans un endroit où le vent souffle de la mer. » La fillette sourit innocemment. « Je lui parlerai du nouveau dessin que j'ai fait. Elle va adorer, c'est sûr. » Stéphane traversa une intersection, fusionnant sa voiture avec un flot de camions en mouvement. Quand il vérifia le rétroviseur, la voiture grise avait disparu. L'aéroport privé était niché entre les collines, les lumières de la piste coupant le mince brouillard. Nicolas attendait déjà à côté du petit avion, son manteau flottant légèrement au vent. « Tu as réussi » dit Nicolas en lui serrant la main rapidement. « Toutes les procédures sont prêtes. Il suffit de signer ici. » Stéphane signa, mais quand il leva les yeux, une personne en uniforme de sécurité s'approcha. « Excusez-moi, vérification obligatoire des documents avant le décollage. » Stéphane tendit les dossiers, ses yeux se plissant en reconnaissant l'homme, Marc Leroy, qui avait été autrefois le garde du corps personnel de son père. « Quand as-tu changé de travail » Marc Leroy offrit un léger sourire. « La corporation se soucie toujours de votre sécurité, monsieur Duval. » « Ne t'inquiète pas, je peux m'occuper de moi-même, » répondit Stéphane, son ton ferme. Quand Marc Leroy partit, Nicolas baissa la voix. « Tu es sûr de ça » ? Plus sûr que jamais. Stéphane guida Chloé vers l'avion. Elle s'assit près du hublot, regardant les lumières de la piste défiler. « Papa, pourquoi tout le monde nous regarde ?»« Parce que tu es la chose la plus précieuse que j'ai. » Nicolas monta le dernier, faisant signe au pilote. Les moteurs rugirent, le son des hélices se mêlant au vent. Au loin, la voiture grise était toujours garée au bord de la piste, les phares éteints, seule la lumière rouge clignotante se reflétant sur la vitre. Alors que l'avion décollait, Stéphane regarda par la fenêtre, voyant la ville rétrécir en dessous. Chloé appuya sa tête sur son épaule, à moitié endormie. « Papa, j'entends l'océan maintenant. » Stéphane lui caressa doucement les cheveux. « Oui, nous y sommes presque. » Le ciel était complètement noir, la mer en dessous ressemblant à une nappe de soie noire tendue, reflétant la faible lumière de la lune. Il agrippa l'accoudoir, sachant que sous cette surface calme se trouvaient les secrets de famille qu'il était sur le point de découvrir. Au même moment, dans le bureau du domaine des chênes, Valérie entra, posant un dossier sur le bureau. « Tu ne voudrais pas que ton fils en sache plus. » Jean était assis derrière le bureau, tenant un verre de vin, les yeux fixés sur les papiers. « Combien de copies restent ?»« Une seule, et j'ai tenu ma promesse. » Marie était assise en face de lui, ses yeux perçants et froids. « Alors nous nous occuperons du reste. » Valérie hocha légèrement la tête, reculant de la pièce. La porte se referma, ne laissant que le bruit du vin versé dans un verre et un lourd silence à l'intérieur. Dans les airs, l'avion atteignit l'altitude de croisière. Nicolas dormait dans la cabine auxiliaire. Stéphane était assis en silence, regardant par la fenêtre. La mer nocturne en dessous scintillait comme un courant souterrain de lumière, sans fin et mystérieux. Il sortit le collier de Sandrine de sa poche, le serrant dans sa main. « Attends-moi » murmura-t-il. « Attends-moi, Sandrine. » L'avion s'éleva à travers la couche de nuages. Au sol, à l'aéroport sur la côte bretonne, un homme en manteau gris venait de recevoir un appel. « Tu les as vus ?» La voix de Valérie résonna au téléphone. Il leva les yeux vers le ciel, où une petite lumière commençait à descendre. Affirmatif. Ils arrivent. Préparez-vous au quai nord. Il raccrocha, ajusta son talkie-walkie, sa voix froide sur le canal interne, confirmait la position. Équipe 1 au quai. Équipe 2, observez à distance. Ne les laissez pas quitter l'île. Le petit avion atterrit sur l'aéroport local de la côte bretonne. La piste était courte,
entouré de forêts de pins humides et d'un brouillard épais. Stéphane sortit, tenant fermement la main de Chloé. « Il fait très froid, papa. » La fillette trembla. « Nous y sommes presque, ma petite, dit-il, remontant sa veste sur ses épaules. » Au comptoir de location, il choisit une vieille camionnette Renault 4 délabrée. Le moteur toussa mais démarra. La route vers le port était sinueuse et déserte, bordée de maisons en bois blanchi par le sel marin. En chemin, il s'arrêta dans un petit café au bord de la route pour se renseigner. Le propriétaire, un homme à la barbe grise, le regarda avec méfiance. Quand Stéphane demanda « Savez-vous quelque chose sur le centre de rééducation Saint-Laurent ?» L'homme posa sa tasse de café, sa voix rauque. « Cet endroit sur une île isolée. Seules les personnes autorisées y entrent. Les gens disent que les patients là-bas ne reviennent jamais. Y a-t-il quelqu'un en charge? J'ai juste entendu le nom du docteur Philippe Blanc, mais je ne vous conseillerais pas d'y aller. » Stéphane hocha légèrement la tête, laissant quelques billets avant de quitter le café. Dans son esprit, le nom Blanc fit palpiter son cœur. L'homme qui avait traité Sandrine avant l'accident. Quand ils arrivèrent au port, le vent était plus fort et la mer agitée. Un panneau d'affichage indiquait « Tous les services de ferry temporairement suspendus en raison du mauvais temps ». Stéphane demanda autour des quais. Tout le monde secoua la tête. Finalement, un vieux pêcheur accepta de les emmener, mais seulement pour le triple du prix habituel. « Tu es sûr ?» L'homme regarda la mer. « Les vagues sont énormes aujourd'hui. Tout le monde ne revient pas de cet endroit. »« Je dois y aller, » répondit simplement Stéphane. Le pêcheur soupira doucement, hochant la tête. « Je vais préparer le bateau. » Pendant qu'ils attendaient, Chloé s'assit sur un banc en bois et ramassa un vieux journal humide. Elle le tendit curieusement à son père. « Papa, il y a une photo qui ressemble à maman. » Stéphane regarda. À la deuxième page, il y avait un article sur le programme spécial de soins aux patients de la Corporation du Val. Dans le coin, une petite ligne, supervision professionnelle, Dr Philippe Blanc. Stéphane lut chaque mot attentivement, ses mains agrippant fermement le journal. Il sortit son téléphone, composant le numéro de Blanc dans son ancienne liste de contacts. L'écran afficha « Numéro hors service ». Il appela Nicolas. « Nicolas, j'ai besoin que tu localises le docteur Blanc dans le système de l'entreprise. Utilise le code interne, niveau de sécurité 2. Tu es en Bretagne. » demanda Nicolas à voix basse. « Oui. » Ne le dis à personne, surtout pas au siège des industries du Val. « Compris. Je te contacterai quand j'aurai les données. » Stéphane raccrocha, rangeant son téléphone dans sa poche, ses yeux fixés sur la mer où le brouillard commençait à s'épaissir, obscurcissant l'horizon. Au même moment, au domaine des chênes, Valérie était assise sur le canapé, téléphone à la main. La voix de Jean provint de l'autre bout, calme mais glaciale. Stéphane se dirige vers Saint-Laurent. S'il y arrive, tout est fini. Valérie resta silencieuse, les lèvres pincées. Après un moment, elle répondit, « Alors, laisse-moi m'en occuper. » Elle se leva, ouvrit un meuble et sortit une petite mallette. À l'intérieur se trouvait un mince dossier et un ordre de vol interne de la Corporation du Val. Sans un mot de plus, elle quitta la maison de campagne, se dirigeant directement vers l'aéroport. L'après-midi, le vent hurlait férocement. Stéphane et Chloé montèrent sur le quai, grimpant dans le petit bateau en bois du vieux pêcheur. La mer était agitée, avec des vagues à crête blanche, et la faible lumière du soleil filtrait à travers les nuages épais. « Attachez-vous bien. Les vagues ne sont pas amicales aujourd'hui, » prévint l'opérateur du bateau. Stéphane vérifia de nouveau son sac, s'assurant que les dossiers et la carte étaient toujours intacts. Chloé était assise à l'intérieur, serrant son ourson en peluche, demandant doucement, « Papa, y a-t-il vraiment des gens sur cette île ?»« Oui. Mais tout le monde ne veut pas être trouvé. » Le bateau tangua violemment en quittant le port, le son des vagues frappant la coque en bois, l'odeur du sel marin âcre. Environ une demi-heure plus tard, Chloé montra du doigt par la fenêtre. « Papa, je vois un autre bateau. » Stéphane leva les yeux. Au loin, une tache noire grandissante, une vedette rapide grise, voyageant dans la même direction, sa vitesse constante et rectiligne. Probablement juste un autre bateau de pêche. « Ne t'inquiète pas, dit-il,
mais il savait que cette coïncidence n'était pas un accident. Environ 2 heures plus tard, ils étaient à quelques kilomètres de l'île. Soudain, le moteur du bateau toussa violemment, puis s'arrêta. La machine se tut, ne laissant que le bruit du vent hurlant et des vagues déferlantes. Bon sang! L'opérateur du bateau vérifia frénétiquement. Impossible, je viens de changer l'huile. Il se pencha dans le compartiment moteur, la sueur perlant sur son front malgré le froid. Quelqu'un a ouvert le capot moteur. La conduite de carburant a été déconnectée. Stéphane regarda derrière lui. La vedette rapide grise était maintenant beaucoup plus proche, à seulement quelques centaines de mètres. 2 hommes vêtus de sombre, leurs visages obscurcis par des capuches, se tenaient sur le pont. Il baissa la voix, parlant rapidement à Chloé, « Va dans la cabine. Reste silencieuse. Ne sors pas avant d'entendre ma voix. » Chloé acquiesça, serrant son ourson en peluche, se recroquevillant dans le coin intérieur. Stéphane attrapa une grande clé, se dirigeant vers le moteur. Sa main trembla légèrement à cause du froid, mais ses mouvements furent rapides. Il reconnecta le tuyau de carburant, le serra et actionna l'interrupteur. Rien que le vent. La vedette rapide derrière eux accéléra, le moteur rugissant, les vagues s'élevant, l'eau éclaboussant la coque. L'opérateur du bateau paniqua, essayant d'allumer la radio. Ils nous suivent. J'ai besoin du signal radio. Elle était brouillée, n'émettant que de la statique. Le signal était bloqué. Stéphane jura à voix basse, tournant toujours furieusement la clé. Soudain, un son rauque de « tchou-tchou » éclata, puis un rugissement. Le petit bateau tangua violemment, le moteur reprenant vie. « Tenez bon !» cria-t-il à l'opérateur. Le bateau vira brusquement, soulevant un nuage blanc d'eau. Le vent fouetta leur visage, mordant et froid. La vedette rapide derrière eux accéléra, la distance n'étant plus que de quelques dizaines de mètres. L'un des hommes à bord fit un geste. Stéphane vit un éclair de métal sous la faible lumière et se baissa, agrippant la balustrade en bois, criant « à toute vitesse ». Le moteur hurla, et le petit bateau fonça vers l'île, maintenant à peine visible dans le brouillard épais. Les vagues s'écrasèrent sur eux, trempant leurs vêtements d'eau froide. Chloé, dans la cabine, agrippa son ours, chuchotant inaudiblement. Derrière eux, le son de la vedette rapide était implacable mais recula progressivement au milieu des vagues féroces. Stéphane regarda devant lui. À travers le faible brouillard, une mince lumière apparut, le phare de Saint-Laurent. Il respira lourdement, ses mains agrippant toujours le volant. « Attends-moi, Sandrine » murmura-t-il, les yeux fixés sur l'île qui grandissait dans l'étendue blanche de la mer nocturne. Le bateau de Stéphane fendit le brouillard dense, se dirigeant droit vers l'île Saint-Laurent, tandis que derrière eux, la vedette rapide grise poursuivait, sa faible lumière jaune se reflétant sur les vagues comme un fantôme persistant. Il faisait complètement noir lorsque le petit bateau de Stéphane arriva sur le rivage. La légère tempête venait de passer, laissant de douces ondulations et un brouillard si épais qu'il couvrait l'île Saint-Laurent comme un rideau. « Papa, j'ai peur. » Le son du vent sifflant à travers les falaises était comme le soupir de l'océan. Chloé lui prit la main, tremblante. « C'est bon, ma petite » chuchota Stéphane, tirant sa veste sur sa tête. « Nous serons rapides. » Ils se cachèrent derrière le quai en bois, où seule une faible lumière brillait depuis le lointain poste de garde. L'opérateur du bateau regarda autour de lui, baissant la voix. « Je ne vous ai amené que jusqu'ici. Aller plus loin dépend de vous. C'est suffisant. »« Merci, » répondit Stéphane. Puis il se tourna vers Chloé. « Reste ici, dans cette cabane de bateau. Le capitaine sera avec toi. En aucune circonstance tu ne dois sortir avant d'entendre ma voix. Je te le promets. » Il la serra fort dans ses bras, puis s'enfonça dans la pluie fine, sa silhouette s'estompant rapidement dans le brouillard. L'île était presque complètement isolée. Le chemin du rivage au centre était couvert d'aiguilles de pin humides. Stéphane suivit le sentier, voyant la faible lumière émanant du grand bâtiment au milieu des arbres, le centre de rééducation Saint-Laurent. Une haute clôture en fer, surmontée de fils électriques, arborait un panneau d'avertissement lumineux, zone de rééducation neurologique spéciale. Personnel médical autorisé uniquement. 2 gardes patrouillaient, leurs lampes de poche balayant les buissons. Stéphane retint son souffle, se collant à la clôture,
attendant qu'il parte avant de suivre un chemin latéral. De loin, il regarda le bâtiment principal. La fenêtre du 3e étage était éclairée. La silhouette d'une femme était assise près de la fenêtre, ses longs cheveux sur ses épaules, ses mains reposant sur ses genoux. Son cœur s'arrêta. Sandrine. Le nom s'échappa de ses lèvres, si doucement qu'il l'entendit à peine lui-même. Mais dans cette chambre, Sandrine était immobile. Pendant 3 ans, elle n'avait vu la mer qu'à travers une vitre embuée. La chambre était blanche, stérile et sans âme. Une jeune infirmière entra, posant doucement un plateau repas sur la table. « Quelqu'un a demandé de tes nouvelles aujourd'hui » dit-elle doucement, comme le vent. Sandrine secoua simplement la tête, sa voix faible. « Personne ne sait que je suis ici. » Elle se tourna vers la fenêtre, regardant le brouillard épais, ses yeux lointains. Stéphane resta près du mur, cherchant un moyen de passer la clôture. Il trouva une section où le câblage électrique avait été récemment endommagé, peut-être lors d'une réparation récente. Utilisant une petite barre de fer, il fit levier, grimpa et atterrit doucement. Le bruit du vent engloutit tous les autres bruits. Il s'enfonça plus profondément, atteignant l'entrée arrière du centre où un petit panneau indiquait « Administration ». Les lumières à l'intérieur du bâtiment étaient allumées, se reflétant sur le sol mouillé. Stéphane se glissa par une porte latérale, marchant dans un couloir imprégné de l'odeur de désinfectant. Au bout du couloir, la porte du bureau du directeur était légèrement ouverte. Il entra, fermant la porte derrière lui. Le docteur Philippe Blanc leva les yeux d'une pile de dossiers, surpris de le voir. « Stéphane Duval. Mon Dieu, je pensais qu'on vous empêcherait de venir ici. » Stéphane s'approcha de lui, fermant la porte derrière son dos. « Expliquez-vous. Où est ma femme ?» Blanc regarda autour de lui, tendu. « Elle n'est pas décédée. Mais vous ne devriez pas être ici. » Stéphane serra les mains, sa voix basse. « Soyez clair. Il y a 3 ans, vos parents ont signé des papiers pour son traitement à long terme. Ils considéraient Sandrine comme mentalement instable, et son décès a été inventé pour éviter un scandale pour la corporation. Je ne faisais que suivre les ordres. » Stéphane se raidit, mais toute la pièce tourna. « Traitement ? Isolement ? » Vous savez qu'elle était parfaitement lucide. Blanc ouvrit un classeur, en sortit un épais dossier et le lui tendit. « Voici la vérité. Elle s'est rétablie après 2 mois, sans dommage permanent. Mais la directive interne des industries Duval exigeait qu'elle ne quitte pas l'établissement. Ils ont envoyé des gens pour me superviser, menaçant de révoquer ma licence médicale si je révélais quoi que ce soit. » Stéphane parcourut les pages, ses mains tremblantes. La signature finale sur l'ordre d'isolement indiquait clairement « Jean Duval. »« Mon père » murmura-t-il, les yeux brûlants. « Ils ont confiné ma femme pour protéger le nom de la famille. » Blanc le regarda avec regret. « Stéphane, je suis désolé. Je n'avais pas le choix. Mais elle est toujours là. » 3e étage, chambre 312. Le bruit d'un moteur rugit à l'extérieur. Les phares balayèrent la fenêtre. Blanc se précipita, fermant les rideaux. « Ce n'est pas bon. Quelqu'un vient d'arriver. Je vois une plaque d'immatriculation interne Duval. » Stéphane regarda dehors. Une voiture noire brillante s'arrêta devant la porte. La portière s'ouvrit. Valérie sortit, suivie de 2 agents de sécurité. Elle tenait son téléphone, sa voix froide. « Ne le laissez pas quitter l'île. Tout se termine ce soir. » Blanc pâlit. « Ils ne veulent pas que vous l'emmeniez. » Stéphane cacha le dossier dans son manteau, le regardant droit dans les yeux. « Merci. Si vous voulez vous racheter, gardez le silence. Prenez le couloir de service arrière. Cet escalier mène directement à l'aile des patients. » Stéphane hocha la tête, ouvrant la porte. Le bruit des bottes de sécurité résonna dans l'escalier principal. Il suivit le couloir latéral, les faibles lumières clignotant. Au bout du couloir, la porte de la chambre 312 était légèrement ouverte. La lumière blanche se déversait dans le couloir, se reflétant sur le sol mouillé. Stéphane s'arrêta, son cœur battant la chamade. Il agrippa la poignée de la porte, prit une profonde inspiration et la poussa pour l'ouvrir. Dans la chambre, Sandrine était assise près de la fenêtre, une blouse blanche sur son corps fragile.
Quand elle entendit la porte, elle se tourna lentement. Ses yeux éteints clignotèrent, puis brillèrent d'une lumière fragile. Stéphane resta figé sur le seuil, incapable de prononcer un seul mot. Chaque son autour de lui sembla s'évanouir. Leurs yeux se rencontrèrent après 3 ans de séparation. Dans la chambre blanche et stérile, les lumières fluorescentes de la chambre d'hôpital se reflétèrent sur le visage mince de Sandrine, mettant en évidence ses yeux profonds qui semblaient ne pas avoir vu la vraie lumière du soleil en 3 ans. Elle regarda l'homme en face d'elle, sa respiration saccadée, sa main tremblant légèrement. Stéphane, sa voix était rauque, fragile comme un murmure. Stéphane fit un pas en avant, les yeux remplis de larmes. Il ne parla pas, s'agenouillant simplement devant sa femme. Sa main tremblante s'approcha pour toucher la sienne. Sa peau était froide, mais réelle. Un sanglot étouffé lui échappa. Ils restèrent silencieux longtemps, seulement le bruit de la pluie frappant le cadre de la fenêtre, constant et indifférent. Sandrine leva doucement une main pour toucher le visage de son mari, son regard semblant chercher les souvenirs qui lui avaient été volés. « Je pensais que tu m'avais oublié. »« Jamais, » murmura Stéphane. « Jamais. On m'a juste volé la chance de te trouver. » L'atmosphère pesante fut brisée par le bruit de pas précipités résonnant dans le couloir. Stéphane regarda vers la porte, ses yeux brillants. Il plaça Sandrine derrière le meuble médical, mettant un doigt sur ses lèvres en signe de silence. La porte s'ouvrit brusquement. Valérie entra avec 2 agents de sécurité. Les lampes de poche balayèrent la pièce. Elle regarda le lit vide, son visage tordu. Sandrine. Où est-elle? Siffla-t-elle, sa voix froide, chaque mot lourd. Stéphane serra fort Sandrine, attendant qu'il passe. Quand le bruit des bottes s'estompa, il guida sa femme vers l'escalier de secours arrière. « Où m'emmènes-tu » halta Sandrine, sa voix faible. « À l'endroit où tu as le plus besoin d'être. » Le couloir arrière menait directement à un bâtiment de service près du rivage. Le vent soufflait fort, et la pluie devint plus intense. Stéphane se dépêcha, aidant Sandrine à franchir les marches glissantes. Au loin, la faible lumière jaune de la petite cabane de bateau était toujours allumée, là où il avait laissé Chloé en sécurité avec le pêcheur. Il poussa la porte. Chloé se tourna, momentanément stupéfaite. La faible lumière jaune brilla sur son petit visage. « Maman » Sandrine s'arrêta, ses lèvres tremblant légèrement. En un instant, la fillette laissa tomber son ourson en peluche et courut serrer sa mère dans ses bras, ses sanglots étouffés incontrôlables. Sandrine s'agenouilla, enlaçant sa fille comme si elle craignait que si elle la lâchait, tout s'évanouirait. « Je suis tellement désolée, ma douce petite. » Chloé sanglota. « J'ai tellement rêvé de toi. »« Ce n'est plus un rêve, » dit Stéphane, posant une main sur leurs épaules, sa voix brisée par l'émotion. Le bruit d'un moteur rugit au loin. Valérie avait enfin trouvé la voie de secours. Les phares coupèrent la pluie, brillant directement sur la zone de la cabane. « Allons-y » cria doucement Stéphane. Ils coururent vers le quai, traversant le sable détrempé. Quand les 3 arrivèrent au quai, Valérie et les 2 agents de sécurité étaient tout près. « Arrêtez-vous là » cria-t-elle, sa voix engloutie par le vent. « Vous ne pouvez pas l'emmener. » Stéphane se retourna, protégeant Sandrine et Chloé derrière lui. « C'est fini, Valérie. Ça se termine maintenant. Tu crois que tu peux tout démanteler » se moqua-t-elle, ses yeux sauvages. « Tu n'as aucune idée de ce dont ils sont capables. » Une sirène aiguë retentit au loin, coupant la nuit. Des lumières bleues et rouges balayèrent l'eau. Des voitures de police envahirent la zone du port. Valérie halta, reculant d'un pas. La portière de la voiture s'ouvrit. Nicolas Dubois sortit avec le chef de la police. « Stéphane Duval » cria Nicolas à voix haute. « Amène ta femme et ta fille ici maintenant. » Stéphane prit la main de Sandrine, la guidant avec Chloé hors du quai en bois. Valérie se retourna, criant « Vous n'avez aucune autorité ici. C'est la propriété de la famille Duval. » Le chef de la police leva la main, sa voix calme. « Madame Valérie Blanc, vous êtes en état d'arrestation pour dissimulation et séquestration illégale. » Valérie rit hystériquement, sa voix frénétique. « Je ne faisais que suivre les ordres. Ils m'ont forcé. » « Les ordres de qui »
demanda Nicolas. 2. Elle montra le continent, où le phare clignotait encore dans la nuit. Ses propres parents. Stéphane resta immobile, son visage pâle. Les officiers menottèrent Valérie et l'emmenèrent à la voiture. Elle continua de crier, « Ils ne vous laisseront pas vous en tirer comme ça, Stéphane. Ils ne perdent jamais. » Stéphane la regarda partir sans répondre, serrant simplement plus fort la main de Sandrine alors que Chloé se blottissait contre la poitrine de sa mère. Nicolas s'approcha, posant une main sur l'épaule de son ami. « Le docteur Blanc m'a appelé juste après que tu aies quitté le bureau. Il savait que tôt ou tard, tout serait exposé. » « Où est Blanc ? » ?»« Dans cette voiture. Il s'est rendu volontairement. Il a dit qu'il était resté silencieux trop longtemps. » Stéphane hocha légèrement la tête. Un officier s'approcha, lui tendant le dossier. Les preuves que Blanc a envoyées, avec son propre rapport. Il contenait tout, l'ordre d'isolement de Sandrine, les registres de transfert de fonds internes, la signature de Jean Duval, et une copie du faux contrat d'assurance. La pluie continuait de tomber, mais le chaos s'était calmé. Tout le monde était silencieux, n'écoutant que les vagues léchant doucement la coque sur le quai. Tandis que la police terminait son rapport, Stéphane regarda la mer. Le phare lointain s'estompa lentement dans le brouillard, ne laissant qu'une faible lueur jaune. Il se retourna et vit Sandrine mettre sa veste sur Chloé, offrant un doux sourire. Pour la première fois en 3 ans, ce sourire revint, fragile mais authentique. « Tu le crois ?» murmura-t-elle. « Que nous aurons enfin la paix ?» Oui, répondit Stéphane. Parce que tu es à la maison. Les 3 montèrent sur le bateau. Nicolas leur fit ses adieux, chuchotant, « Allez-y, je m'occupe du reste. » Stéphane hocha la tête. Le bateau s'éloigna du quai. Le vent marin soufflait froid, mais à l'intérieur de la cabine, une petite chaleur se propageait des mains fermement serrées des 3 personnes. Chloé s'assit au milieu, sa tête appuyée sur l'épaule de sa mère. Elle murmura, « Maman, où est notre maison ?» Sandrine sourit, les larmes coulant sur son visage inconsciemment. « Là où il y a de la lumière, ma fille. » Le bateau fendit les vagues, se dirigeant vers la nuit. Les lumières de l'île reculèrent, ne laissant qu'une faible traînée de lumière sur l'eau, où le passé était enterré, et 3 personnes se retrouvèrent, se dirigeant silencieusement vers le continent. 3 jours plus tard, la nouvelle explosa dans tous les médias. Des photos prises depuis le quai de Valérie escortée, des titres épais dominant les premières pages, Industrie Duval sous enquête pour dissimulation et falsification d'accidents, le scandale de Saint-Laurent secoue le monde de la finance. Les actions des industries Duval chutèrent de manière catastrophique en une matinée. Les journaux analysèrent universellement ce qui était autrefois des symboles de réputation et de pouvoir, représentant maintenant la manipulation et la tromperie. Au domaine des chaînes, la police installa des barrières temporaires. Jean et Marie furent convoqués d'urgence pour interrogatoire mais nièrent d'abord toutes les accusations, affirmant qu'ils suivaient simplement les procédures médicales nécessaires. Mais lorsque Nicolas Dubois présenta les documents manuscrits, accompagnés des reçus de virements mensuels au docteur Blanc et au personnel de Saint-Laurent, toutes les dénégations s'effondrèrent. Devant les caméras, Stéphane se tenait à l'extérieur du tribunal, le visage sombre. Un journaliste demanda, « Monsieur Duval, considérez-vous cela comme un acte de vengeance contre votre famille ?» « Non, » répondit succinctement Stéphane, son regard calme. « Je ne cherche pas la vengeance. Je veux seulement que la vérité soit connue. » La citation se répandit largement, apparaissant sur les réseaux sociaux, devenant un symbole du parcours d'un homme pour la justice contre la structure de pouvoir de sa propre famille. En garde à vue, Valérie fut détenue pour interrogatoire. Son visage était émacié, ses mains toujours menottées sous les lumières blanches vives. Elle répéta plusieurs fois, « Ce n'est pas ma faute. Je ne faisais que suivre leurs ordres. » « Les ordres de qui ?» demanda l'enquêteur. « De Marie, » répondit-elle, étouffée. Elle a dit de gérer ça en silence, pour que la presse ne l'apprenne pas. Ils avaient peur de perdre des actionnaires. Je n'étais que la gardienne du secret. Le témoignage de Valérie révéla toute la séquence des événements. Le lendemain, la police confirma que les ordres de transfert de patients provenaient du bureau du président du conseil, Jean. Le jour suivant, lors de l'audience, Jean subit soudainement un malaise et fut transporté d'urgence à l'hôpital. Marie fut assignée à résidence dans sa luxueuse maison de campagne,
maintenant entourée de policiers et de journalistes surveillant le portail. Dans le salon, autrefois symbole de pouvoir, elle s'assit insensiblement devant la photo de Sandrine, son comportement glacial remplacé par le vide. Sa main trembla en s'approchant pour toucher le cadre, mais s'arrêta à mi-chemin. Pendant ce temps, Stéphane annonça qu'il se défrait de toutes ses actions dans les industries du Val. « Je ne veux plus aucune association avec cet héritage », dit-il lors d'une brève conférence de presse. Il créa la fondation L'Abri de l'Aube, nommée d'après le premier lever de soleil qu'il vit avec Sandrine et Chloé à leur retour sur le continent. Son objectif, aider ceux qui ont été réprimés, cachés ou manipulés par des organisations puissantes et des établissements médicaux. Le même jour, Sandrine commença une thérapie psychologique. Les souvenirs effacés devinrent lentement plus clairs, le matin de l'accident, le bruit de la voiture approchant, la voix froide de Marie à l'hôpital. Pourtant, elle n'avait aucun ressentiment. « Je veux juste continuer à vivre », dit-elle à son thérapeute. Pour ma fille. Chloé retourna à l'école. Peu à peu, elle devenait plus heureuse, portant toujours le vieil ourson en peluche, symbole du temps passé sans sa mère. Maintenant, chaque matin, Sandrine l'emmenait personnellement en classe. Un après-midi, Sandrine rendit visite à Monique, qui travaillait toujours dans l'ancienne maison du village normand. La cuisine sentait toujours le thé chaud, avait toujours les rideaux couleur crème qu'elle avait cousus. « Mon enfant !» Monique resta sans voix en voyant Sandrine. Elles s'étreignirent fort, les larmes et les sourires se mêlant. « J'ai toujours cru que tu n'étais jamais vraiment partie, » murmura Monique. « C'est grâce à toi que nous avons ce jour, » dit Sandrine, tenant doucement sa main. Ce soir-là, la police annonça les résultats finaux de l'enquête. L'accident d'il y a des années avait été intentionnellement mis en scène pour éliminer un individu perçu comme une menace pour l'image de la corporation. Toutes les personnes impliquées, des chefs de projet au personnel financier en passant par l'équipe médicale de Saint-Laurent, furent poursuivis. Au même moment, une lettre fut envoyée à la maison de Stéphane. Pas de nom d'expéditeur, juste une ligne manuscrite et tremblante. « Stéphane, s'il te plaît, permets-moi une chance de voir ta fille une dernière fois. Mère. » Stéphane la lut, restant silencieux longtemps. Sandrine demanda « Vas-tu la voir ?» Il secoua simplement la tête, puis écrivit sur une petite carte « Merci de m'avoir donné la vie. » La carte fut renvoyée sans aucun message supplémentaire. Un soir, Chloé s'assit sur le canapé, demandant doucement « Maman, grand-mère est triste ?» Sandrine sourit, caressant sa tête. Peut-être. Mais la tristesse est aussi le début du changement. La fillette réfléchit un moment, puis dit « J'espère qu'elle sait que tu es toujours en vie. » Elle le saura, répondit Sandrine. Tard cette nuit-là, Stéphane se tenait près de la fenêtre, regardant la mer. Les lumières de la ville se reflétaient sur l'eau, scintillant comme d'innombrables miroirs brisés. Les sombres souvenirs s'étaient retirés, mais leur écho demeurait, comme le son incessant des vagues. Sur son bureau, le vieux dossier était toujours là. Stéphane l'ouvrit une dernière fois, parcourant rapidement les pages, puis le fermant. Il le plaça dans un tiroir, le fermant avec la petite clé que Valérie avait autrefois accrochée au mur. Un an s'était écoulé depuis la réouverture de l'île Saint-Laurent, et la famille Duval, maintenant juste 3, vivait paisiblement dans une petite maison de pêcheurs en Bretagne. La maison était peinte en blanc avec un toit en bois bleu, ses fenêtres donnant sur le lever du soleil. Chaque matin, Stéphane conduisait la vieille camionnette Renault 4 pour emmener Chloé à l'école, tandis que Sandrine préparait le petit déjeuner avec une musique douce résonnant dans toute la cuisine. La vie était simple mais complète, heureuse sans grand portail, sans domestique, sans prestige ni action boursière. Juste des rires mêlés à l'odeur des viennoiseries et du sel marin. Stéphane n'était plus l'héritier du Val. Il était maintenant le fondateur de la Fondation L'Abri de l'Aube, une organisation créée pour aider ceux qui avaient été victimes du pouvoir ou réduits au silence. Sous la direction de Sandrine, la fondation grandit rapidement. De nombreuses familles séparées furent réunies, et beaucoup de ceux qui avaient subi des abus de pouvoir trouvèrent protection. La presse l'appela « l'homme qui a ramené la lumière dans sa propre obscurité ». Les matinées en Bretagne étaient toujours douces. Chloé, dans un pull bleu et un sac à dos légèrement de travers, courut sur le porche. « Papa, dépêche-toi. Je vais être en retard. » Stéphane rit, attrapant le sandwich que Sandrine avait préparé, le lui lançant légèrement. « Si tu ne le manges pas, je le ferai. » Elle rit, serrant son père dans ses bras.
Sur le chemin de l'école, Chloé lui parla du cours d'art-thérapie auquel elle venait d'assister. Le professeur m'a dit de dessiner ce qui me fait me sentir le plus en sécurité. Que as-tu dessiné? Une maison avec des lumières vives, dit la fillette, sa voix baissant légèrement. Il y a 3 personnes debout près de la fenêtre sur l'image, et la lumière brille. Je l'ai appelée la maison de la lumière. Stéphane regarda la mère, hochant la tête, sa voix profonde. Parce que nous avons trouvé notre lumière. Sandrine passait la plupart de son temps au bureau de la fondation. Les murs étaient couverts de photos des familles qu'ils avaient aidées. Elle instruisait le nouveau personnel, parlant des valeurs qu'elle avait passé toute une vie à apprendre. Personne ne devrait être réduit au silence simplement parce que quelqu'un d'autre a le pouvoir de parler pour eux. En passant devant le comptoir des demandes, elle s'arrêta devant une petite photo, une photo d'elle-même prise le premier jour de l'ouverture de la fondation. Dans ses yeux, le sourire d'alors était hésitant, mais maintenant, chaque jour qui passait, elle apprenait à sourire sincèrement. Le soir, ils dînaient sur le porche. Les vagues murmuraient, l'odeur des viennoiseries se mêlant à l'arôme de pain. Chloé partageait des histoires de l'école, Sandrine plaisantait, et Stéphane écoutait, éclatant parfois de rire. Il n'y avait plus le silence pesant des années passées, seulement la simple chaleur de la famille. « Je veux apprendre à peindre l'océan », dit Chloé, ses yeux brillants. « Mais je ne sais pas par où commencer. » Sandrine posa une main sur son épaule. « Commence là où tu te sens le plus en paix. Ce sera ton océan. » Stéphane regarda sa femme et sa fille, un doux sourire traversant son visage. Un jour de mars, le Courrier de Bretagne vint l'interviewer sur la fondation L'Abri de l'Aube. Le jeune journaliste demanda « Avez-vous déjà envisagé de pardonner à vos parents ?» Stéphane réfléchit longuement et répondit lentement « Le pardon ne signifie pas oublier. Cela signifie simplement que nous ne permettons pas au passé de définir le présent. Chacun doit assumer la responsabilité de la lumière vers laquelle il choisit de marcher. » La citation fut publiée textuellement, se répandant dans les journaux, devenant un rappel pour ceux qui avaient été blessés que parfois, la compassion est la plus forte façon de vaincre la haine. Cet après-midi-là, Sandrine reçut une enveloppe sans nom d'expéditeur. À l'intérieur se trouvait un morceau de papier bien plié, écriture familière, « S'il y a une autre vie, j'espère être une personne plus gentille. Mère. » Sandrine resta immobile près de la fenêtre, le vent de la mer ébouriffant ses cheveux. Après un moment, elle prit un briquet et brûla le papier. Les cendres s'envolèrent, la lumière de l'après-midi baignant son visage paisible. Chloé courut vers elle, enlaçant sa mère. « Je pense que grand-mère demande pardon avec le vent. » Sandrine se pencha, touchant le nez de sa fille. « C'est peut-être ça. » Une semaine plus tard, ils retournèrent sur l'île Saint-Laurent. L'ancien centre de confinement avait été complètement transformé. Le bâtiment blanc fut repeint, le jardin rempli de marguerites jaunes. Un nouveau panneau était à côté de la porte, « L'Abri de l'Aube, où la lumière se trouve. » L'inauguration fut simple mais sincère. Stéphane se tenait sur la plateforme avec Sandrine et Chloé à ses côtés. Devant eux se trouvaient des gens qui avaient connu une douleur similaire, revenant maintenant ici pour un nouveau départ. Dans le passé, dit Stéphane, cet endroit était l'obscurité. Mais aujourd'hui, c'est la preuve que la lumière existe toujours si quelqu'un est assez courageux pour la chercher. Tout le monde applaudit. Chloé coupa le ruban pour l'inauguration, son sourire rayonnant au soleil. Sandrine se pencha, chuchotant, « Je n'aurais jamais pensé revenir ici sans peur. » « Mais c'est parce que tu n'es plus seul, » répondit Stéphane. Après la cérémonie, les 3 se promenèrent dans le jardin derrière le centre. Les anciennes chambres étaient maintenant des salles de classe, des salles de thérapie et des espaces de vie communautaire pour les enfants. Sur le mur près de la sortie, Chloé vit une grande fresque que les bénévoles avaient peinte, « La Maison de la Lumière », exactement comme celle qu'elle avait dessinée dans son cours d'art. Elle regarda ses parents, rayonnante. « Regardez, maman et papa, je l'ai dessiné correctement. » Stéphane se pencha, serrant sa fille dans ses bras. « Parce que tu vois toujours ce que les adultes ont oublié. » Sandrine observa silencieusement son mari et sa fille, le soleil de l'après-midi illuminant leurs visages. Personne ne parla plus de haine ou de perte. Tout s'apaisa, laissant place à un sentiment de sérénité complète. Et cette nuit-là, ils restèrent sur l'île. À la tombée de la nuit, la lumière du nouveau centre brillait sur la mer, chaude et brillante comme un phare directeur.
Et une douce brise souffla sur le porche, emportant l'odeur des gâteaux sucrés que Chloé cuisait dans la cuisine. Stéphane s'assit sur le porche, regardant la mer. Tu sais, dit-il doucement à Sandrine, chaque fois que je vois cette lumière, je me souviens de la nuit où je t'ai trouvé à travers la fenêtre. Sandrine posa sa main sur la sienne, la serrant légèrement. Cette fois, tu m'as trouvé non pas dans l'obscurité, mais dans la lumière que tu as toi-même créée. Elle appuya sa tête sur son épaule. À l'intérieur de la maison, Chloé rit bêtement alors que les gâteaux finissaient de cuire, son rire résonnant sur le porche. Et voilà l'histoire pour s'endormir d'aujourd'hui, un long voyage pour la famille Duval, des ombres de la tromperie, de la douleur et de la perte à la découverte de la lumière de l'amour, du pardon et de la paix. Comment vous sentez-vous après avoir écouté cette histoire? Quel personnage vous a le plus marqué? Stéphane, celui qui a osé affronter la vérité? Sandrine, celle qui est revenue des ténèbres avec un cœur encore chaud? Ou la petite Chloé, celle qui a ramené la lumière à toute la famille? N'hésitez pas à partager vos pensées et à laisser un commentaire ci-dessous. Je suis impatient de savoir quel moment de l'histoire a le plus touché votre cœur. Et qui sait, votre réponse pourrait inspirer la prochaine histoire.